Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula, les principaux titres. Le Maroc et la République démocratique du Congo déterminés à impulser une nouvelle dynamique à la relation dans tous les domaines. C'était lors des entretiens du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec son homologue de la République démocratique du Congo, aujourd'hui à Rabat. La DGSN s'ouvre au public pour la première fois de son histoire. Elle organise ses journées portes ouvertes à Casablanca. Nous nous pencherons également sur les missions menées par ses services à Fès contre le phénomène de la criminalité urbaine. Et puis, coup de projecteur ce soir sur le centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de Tanger, un sésame vers la vie active pour des dizaines de jeunes apprentis. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Sa Majesté le sultan Mohamed V, roi de la Malaisie, suite au décès de Abdul Halim Muazzam, cher ancien roi de ce pays. Dans ce message, Sa Majesté le roi implore le Très-Haut d'agréer le défunt parmi ses fidèles serviteurs et de l'accueillir en son vaste paradis. Le Conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saad Eddine Al-Othmani. Au début des travaux de ce Conseil, le chef du gouvernement a salué l'initiative royale humanitaire à l'égard des réfugiés Rohingyas installés au Bangladesh. Et au sujet de la rentrée scolaire, le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement est déterminé à gagner le pari de l'éducation et de l'enseignement, deux secteurs érigés en priorité. Le Conseil a été marqué d'ailleurs par la présentation d'un exposé du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique sur des données de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018. Le Conseil de gouvernement a approuvé 2 projets de décret et un projet de loi. Le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, nous le disions, déterminés à impulser leurs relations dans tous les domaines. Un nouvel élan voulu par les chefs d'État des deux pays. Les entretiens aujourd'hui à Rabat du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo soulignent cette volonté et saluent les relations de solidarité mutuelle. Hasna Ben Gabi, les développements avec Souad Anachet. Les discussions étaient d'ordre politique, diplomatique et économique. L'échange entre les deux parties ont porté sur les voies et moyens de redynamiser les relations entre Rabat et Kinshasa, relance du dialogue politique et économique et l'impulsion à donner aux structures de la coopération, particulièrement la grande commission mixte maroco-congolaise. Je suis venu aussi réitérer au Royaume du Maroc, à travers Monsieur le ministre, la solidarité positive de la République démocratique du Congo à l'endroit du Royaume du Maroc et plus particulièrement de Sa Majesté. Sa Majesté à qui je rends un hommage particulier parce que c'est lui qui a été le fer de lance de la redynamisation des relations entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Les discussions ont été franches et fructueuses. Nous avons examiné l'état de la relation bilatérale et identifié quelques initiatives, quelques actions à entreprendre pour concrétiser l'impulsion que Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président souhaitent donner à cette relation bilatérale. Entre nos deux pays, les fondements de la relation sont solides, sont historiques. Les deux responsables ont loué pour l'occasion la solidarité agissante et la solidité qui caractérisent les relations bilatérales. Solidarité active de la République démocratique du Congo quant aux questions fondamentales du Royaume du Maroc, qui de son côté soutient le processus de stabilisation de ce pays africain et ses efforts en faveur du développement.
La DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale, s'ouvre au public. Elle organise pour la première fois de son histoire ces journées portes ouvertes sous le thème « La Sûreté nationale, engagement et loyauté ». Journée organisée à la Foire internationale de Casablanca, elle vise à faire découvrir les missions et activités ainsi que les différents services de la DGSN au grand public. Sarah Katir. Et c'est parti pour les premières journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale, placée sous le thème « La Sûreté nationale, engagement et loyauté ». Ces journées visent à faire découvrir les missions et activités ainsi que les différentes prestations fournies aux citoyens et aux résidents étrangers. L'objectif principal de cette manifestation est de faire connaître nos différentes missions, et ce, dans un souci de proximité avec les citoyens. La Direction générale de la Sûreté nationale a déjà entrepris un chantier de communication qui vise l'ouverture de la direction sur les citoyens, leurs attentes et leurs propositions. Un processus dont le but est de mettre le citoyen au cœur de l'élaboration des politiques sécuritaires. L'événement qui se tient à l'Office des foires de Casablanca comporte aussi, dans le cadre de l'ouverture sur toutes les tranches d'âge, des ateliers de sensibilisation destinés aux élèves des établissements scolaires et des animations ludiques au profit des enfants. C'est une opération de communication avec le public pour transmettre quelques messages de sensibilisation quant à des faits qui peuvent intéresser nos concitoyens. Étant donné notre mission de service public, donc nous pensons qu'il était tout à fait légitime d'ouvrir nos portes et inviter les citoyens à venir massivement discuter avec nous, voir un petit peu nos moyens, nos ressources et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on aimerait faire pour satisfaire tout ce qui touche à la sécurité et la sûreté des citoyens et de leurs biens. J'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne sciences ou encore pour voyager à travers les pays. Et j'ai adoré. Moi, j'ai aimé les salles de crime parce que ça nous permet d'apprendre qui est le voleur ou encore le criminel. Au programme de ces journées, des stands, des expositions, mais aussi des conférences, des ateliers, des expositions, mais aussi des démonstrations professionnelles et 4 conférences thématiques données par des cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette première édition a donc pour objectif, vous l'avez vu dans le reportage, de faire découvrir au grand public les missions et les activités policières. À Fès, le taux de criminalité est fortement en baisse cette année grâce aux actions menées par les services de police concernés qui sont mobilisés et à pied d'œuvre. Saïd Mouaj, Mounia Marouche. Des services de sécurité à pied d'œuvre, ils s'activent dans l'ensemble de la ville. Ils ont pour mission de lutter contre toutes les formes de criminalité et d'incivilité, une présence qui rassure, les citoyens témoignent. Nous louons les efforts engagés et la vigilance des services de la police qui font toujours montre d'une grande réactivité aux appels de la société civile. Les multiples interventions sécuritaires dans la ville de Fès sont une réponse efficace aux doléances des associations locales concernant le bannissement de toutes les formes de délinquance et de criminalité. Ces interventions sécuritaires sont satisfaisantes. Dans les 6 arrondissements de la préfecture de police de Fès, les agents de police se mobilisent 24 heures sur 24 heures et mènent des opérations de perquisition et d'arrestation de différents suspects. Veiller à la sécurité des citoyens et préserver l'ordre public étant une priorité. Je peux vous assurer que la sécurité règne dans la ville grâce à l'engagement et le dévouement des services de sécurité. Les chiffres sont là, ils sont positifs. Les statistiques sont quotidiennement communiquées pour éclairer l'opinion publique. Des groupes d'adolescents commettent des vols à l'arraché sur des motos et des triporteurs. Ils opèrent surtout le soir. Nous faisons face à ce genre de faits de voie publique à travers nos interventions.
Au niveau des 23 arrondissements de la préfecture de police, les services de la sécurité ont procédé à 7000 arrestations seulement en 3 mois. On entame à présent l'actualité internationale. La situation humanitaire continue de se dégrader au Bangladesh, étranglé par l'afflux de près de 400 000 Rohingyas fuyant les violences en Birmanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame à la Birmanie des mesures immédiates pour faire cesser les violences excessives dans l'État Rakhine à l'ouest du pays. Face à l'ampleur de l'exode, l'ONU n'hésite plus depuis quelques jours à parler de nettoyage ethnique. Depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982, les Rohingyas ne peuvent pas voyager ou se marier sans autorisation. Ils n'ont pas accès ni au marché du travail, ni aux services publics, écoles et hôpitaux. Et puis cette information concernant l'Irak, le bilan d'une double attaque dans le sud du pays s'élève à 50 tués. Il y aurait également 87 blessés. L'autoroute est régulièrement empruntée par des pèlerins et visiteurs venus d'Iran en route vers les villes saintes de Najaf et Karbala. L'incendie d'une école coranique à Kuala Lumpur en Malaisie fait 23 morts piégés dans leur dortoir par des grilles en métal aux fenêtres. Les adolescents et enseignants criaient au secours sous le regard de voisins désemparés face aux flammes qui ravageaient le bâtiment. Les victimes ne sont pas parvenues à s'enfuir. Les flammes bloquaient la seule porte menant au dortoir de l'étage supérieur. 14 élèves ont néanmoins réussi à sortir et 7 d'entre eux ont été hospitalisés. Le journal malaisien The Star souligne que 211 incendies ont été recensés depuis 2015 dans de tels établissements qui accueillent en général des élèves de 5 à 8 ans. Dossier syrien à présent, Moscou, Ankara et Téhéran proches d'un accord à Astana. L'accord sur la création de 4 zones de désescalade du conflit en Syrie est prêt d'être finalisé, a annoncé le chef de la délégation russe. Le processus d'Astana se déroule en parallèle aux tentatives diplomatiques de l'ONU en vue de trouver une solution politique au conflit. Retour chez nous, l'aéroport de Marrakech, Menara, a été classé comme le plus beau au monde grâce à la magnificence de son nouveau terminal selon un récent classement de SkyTeam, une alliance des plus importantes compagnies aériennes. L'aéroport, qui figurait en 4e position lors du dernier classement, a réussi à devancer le Shanghai Airport de Singapour, arrivé juste devant ceux de Doha et Hong Kong, tandis que Denver aux États-Unis complète le top 5. La FISA, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, dément l'information selon laquelle l'ANSA avait mené des contrôles dans des fermes avicoles sur des aliments destinés à la volaille et supposés cancérigènes, dont une grande partie serait importée d'Espagne. Le Maroc n'importe pas d'aliments de volaille, précise la FISA. Sarah Katir. La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole est ferme. Il n'y a jamais eu de saisie d'aliments importés dans les fermes avicoles supposées être cancérigènes par l'ONSA. Et la FISA confirme que le Maroc ne procède aucunement à des importations d'aliments de volaille, vu que tous les besoins sont satisfaits par la production nationale, dont une partie est même exportée. Nos unités de production d'aliments avicoles sont soumises à un contrôle régulier de la part de l'ANSA. On a même eu la visite de comités de contrôle de l'Union européenne pour pouvoir exporter notre excédent de production. Au Maroc, les usines de fabrication d'aliments composés disposent d'une capacité de production annuelle de 6,5 millions de tonnes, alors que le marché ne peut absorber que 4,2 millions de tonnes. Nos aliments avicoles sont sains et ne représentent aucun danger ni pour notre cheptel avicole ni pour le consommateur marocain.
La production d'aliments composés est régie par un ensemble de textes législatifs, dont la loi 2807 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et qui soumet l'activité à un suivi rigoureux des services de l'ANSA dans toutes les étapes de fabrication des aliments pour bétail. Promouvoir le secteur de l'artisanat, renforcer l'infrastructure dédiée à la formation professionnelle dans ce secteur, c'est la mission première du Centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de Tanger. Le centre accueille quelques 211 apprentis dans différentes filières. Ouafa Yacoubi et Zakaria Moukimbillah. Des apprentis artisans suivent des cours théoriques sur leur futur métier. Ils ont entre 15 et 25 ans et ils ont opté pour les métiers de l'artisanat. C'est le travail du cuir qui m'intéresse parce que je m'y sens bien. J'essaie d'améliorer mes compétences dans cette discipline. J'espère pouvoir travailler dans une entreprise ou lancer ma propre fabrique. Je suis contente d'apprendre un métier dans ce domaine. C'est un bon apprentissage. Cette formation me permettra de rentrer de plein pied dans la vie professionnelle. Dans le cadre de la qualification professionnelle des arts traditionnels, nous avons bénéficié d'une formation théorique que nous avons complétée en pratique chez des artisans professionnels. Après les cours théoriques, place à la pratique. Dans cet atelier de travail du cuir, des formateurs veillent à transmettre à leurs élèves le savoir-faire d'un art ancestral. D'autres cours sont dispensés sur le commerce, les transactions financières, l'étude de marché, la loi du travail et l'informatique. Le centre accueille environ 700 stagiaires au niveau national. Dans la région, on en compte 211. Actuellement, nous sommes à la deuxième phase des inscriptions pour atteindre 940 bénéficiaires au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma. Grâce à cette formation, ces stagiaires acquièrent des aptitudes professionnelles, une aubaine pour les entreprises en quête de compétences qualifiées. La qualification professionnelle a un rôle important dans la préservation de l'artisanat traditionnel. Cette formation contribue efficacement à la lutte contre la déperdition scolaire. Elle contribue également à assurer la continuité de ce savoir-faire. Dans les différentes filières, l'accent est mis sur l'originalité. Broderie et couture, menuiserie ou sculpture sur plâtre. Le plus important est de conserver le cachet authentique d'un savoir-faire à pérenniser. Ces produits de haute facture reflètent l'ingéniosité des artisans traditionnels marocains, un legs précieux à transmettre aux générations futures. Et puis en sport, cette triste nouvelle, l'ancien international marocain et joueur de l'association sportive des Phares, Ahmed Rmouki, 60 ans, est décédé ce matin à Rabat des suites d'une longue maladie. Ahmed Rmouki est médaillé d'or des Jeux méditerranéens de 1983. Il a également fait partie du groupe des joueurs sélectionnés pour le match des qualifications de la Coupe du Monde face à la Zambie en 1990. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. On reste à parler de sport, mais cette fois-ci du basketball. Le Maroc qualifié aux demi-finales au détriment de l'Égypte. La sélection nationale s'est qualifiée en battant à Rades son homologue égyptienne 66-62. Le Maroc, auteur d'un parcours sans faute lors de ce tournoi co-organisé par la Tunisie. Le Sénégal devra affronter demain vendredi en demi-finale le vainqueur du quart de finale opposant le Sénégal à l'Angola. Et pour refermer notre édition, un petit mot de météo. Il fera encore chaud, persistance donc d'un temps chaud sur plusieurs régions du royaume. Le thermomètre affichera des températures comprises entre 40 et 43 degrés sur les provinces de Smara, Boujdour, Oued Dahab et Aoussat. Voilà, c'est ainsi avec la page météo que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient bien sûr sur Lula 21h. Une excellente soirée et à demain.